Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mercredi 19 janvier 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la présence de l'Égypte sur la scène internationale. Et pour parler de cela, je serai en compagnie de monsieur Meghet Maurice, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on voudrait tout d'abord situer l'Égypte aujourd'hui sur la scène internationale. En fait, il y a 2 ans, on était en train de situer l'Égypte par rapport à l'Afrique. En lidant l'Afrique, on parlait toujours de l'Égypte et son rôle critique et axial qu'elle joue en Afrique. Mais maintenant, on peut dire clairement qu'elle a une relation avec tous les pays. Mais ce n'est pas simplement une relation, comme on dit, pacifique ou bien des échanges commerciaux, mais on peut dire qu'elle joue un rôle axial dans la région, mais aussi dans le monde. On a vu il y a une semaine le président parlant devant toute la jeunesse du monde. On peut dire vraiment c'était un discours global. On a vu les initiatives de la jeunesse, les initiatives des jeunes qui se présentent devant les ministres égyptiens et devant le président lui-même. On peut dire maintenant que l'Égypte est là avec toutes les initiatives gouvernementales ou bien de la jeunesse, de la part de la société civile, mais aussi par rapport à l'occupation du gouvernement égyptien avec le changement climatique. Tout ce qui est vraiment, comme on disait dans les années 60, le monde premier, ou bien le premier monde. On n'est pas déjà le troisième monde ou un monde tiers, ou tiers-monde, mais on est vraiment maintenant en parlant sur la même table. C'est une table ronde mondiale, globale, parlant de tout ce qui se passe. Et on a beaucoup d'événements qui témoignent ça et qui peut dire ça. Mais justement, à propos de ce que vous venez de dire, l'Égypte, effectivement, elle se prépare à accueillir en 2022 la COP 27. Et c'est une première pour l'Afrique. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré dans son discours de la séance inaugurale de l'Assemblée générale des Nations unies que l'Égypte accueillera en 2022 la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Et en fait, l'Égypte a commencé très tôt à préparer la conférence grâce à une étroite collaboration avec le secrétariat de la Convention sur les changements climatiques, les Nations unies et les autres partenaires afin d'aplanir les obstacles. On va voir tout de suite un commentaire. La décision de l'Égypte de demander à organiser cette conférence émane de sa conviction quant à l'importance de la question des changements climatiques au niveau national et international. Accueillir cette conférence traduit l'engagement politique de l'Égypte envers le dossier du climat, c'est ce que déclarait Yassine Foued, ministre de l'Environnement. En fait, c'est la première fois que le continent africain accueille cet événement important. L'Égypte poursuit ses efforts avec ses partenaires africains pour faire face aux défis des changements climatiques. Un rôle qu'elle avait entamé en 2015 lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat, étant donné qu'elle assurait la présidence de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. En fait, l'Égypte a commencé très tôt à préparer la conférence grâce à une étroite collaboration avec le secrétariat de la Convention sur les changements climatiques, les Nations unies et les autres partenaires afin d'aplanir les obstacles. C'est ainsi que le ministère de l'Environnement a formé un comité regroupant les ministères concernés afin de commencer les préparatifs. Ce comité a accueilli la délégation des Nations unies concernée par l'organisation de la conférence pour discuter des mesures logistiques, des équipements informatiques et des mesures de sécurité nécessaires. La délégation a également visité le centre des conférences de Sharm el-Sheikh ainsi que les hôtels qui devront héberger les participants. Cette station balnéaire avait déjà accueilli en novembre 2018 la 14e conférence des parties signataires de la Convention sur la diversité biologique COP14 avec la participation de 190 pays. Au terme de la tournée de la délégation à Sharm el-Sheikh, la directrice du service des conférences à l'ONU a fait l'éloge des efforts déployés pour faciliter la mission de délégation des Nations unies, précisant que l'Égypte a présenté un dossier complet sur les efforts déployés dans le dossier des changements climatiques et les préparatifs de la COP27 en 2022. Par ailleurs, la coordinatrice résidente du programme de développement des Nations unies en Égypte a annoncé sa participation à la préparation de cet événement important en coopérant avec l'État égyptien pour présenter le soutien technique nécessaire, déterminer les priorités et organiser les différentes manifestations
et activités de la conférence. Bon, et nous revoilà de retour. Et ma question pour vous, Monsieur Megued, serait pourquoi, à votre avis, l'Égypte a tenu à accueillir cette COP27? En fait, ce n'est pas simplement une organisation d'un événement global, international, qui peut vraiment refléter une situation stable en Égypte. Ça va attirer beaucoup d'investissements étrangers en Égypte. C'est le côté sécurité nationale et puis pour attirer des investissements et pour l'économie. Mais aussi, c'est pour dire que l'Égypte est vraiment dans cette logique-là mondiale. On ne parle pas du changement climatique aujourd'hui comme un thème écologique d'environnement. Mais on doit parler du changement climatique comme le Premier ministre égyptien a dit lors du Forum mondial des jeunes, que c'est vraiment un thème de développement. Quand on parle du Sustainable Development, le développement durable, et on parle de l'agenda 2030 pour l'Égypte ou bien pour l'ONU, on doit parler du changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est vraiment inclus dans toutes les activités économiques, sociales, mais aussi dans le tourisme, mais aussi dans les échanges commerciaux. Il est partout. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'Égypte va organiser ça. Premièrement, ça reflète vraiment le rôle axial, régional, continental, mais aussi mondial de l'Égypte. Elle reflète cette conscience-là du gouvernement et du président égyptien que le changement climatique est là sur l'agenda, il est sur le top priorities pour le gouvernement égyptien pour en parler de ce changement comme étant vraiment un thème économique et non pas simplement un thème d'environnement. Bon, pourquoi le monde est alarmé depuis des années concernant le changement climatique? Est-ce que le monde est vraiment aujourd'hui dans une situation critique? D'après les experts d'environnement, on est dans ce risque-là il y a 10 ans ou bien 15 ans. Mais quand on parlait des thèmes ou bien des sujets environnementaux, ce n'était pas vraiment très intéressant. Mais maintenant, on risque vraiment, on voit un changement climatique qui se passe, que nous, les personnes, que nous, les citoyens, qu'on remarque dans le changement climatique de l'hiver et bien de l'été. Mais aussi, il y a beaucoup d'agreements, il y a beaucoup de traités qui ont été signés d'après les pays, différents pays, de respecter le carbon emissions, l'émission du charbon et tout ça. Mais aussi, il y aura des pertes de territoire. Et c'est un risque vraiment que l'Égypte fait partie. Parce qu'on a le delta, et puis s'il y aura des changements et s'il y aura une perte de territoire à cause de l'eau, et bien tout ça, ça va être une catastrophe. Eh bien, ça va être catastrophique au niveau économique. Donc, c'est pas à l'aise de mettre là comme besoin secondaire, mais c'est devenu un besoin primaire. Et surtout, quand on inclut ce thème-là dans toutes les activités économiques et dans tous les projets de développement. Maintenant, en planifiant un projet de développement, ça doit avoir cette approche-là du développement durable. Donc les risques, c'est quoi? Juste la disparition de quelques territoires ou bien il y a des risques encore plus graves? Je crois que c'est le risque vraiment le plus grave de perdre des territoires, surtout pour l'Égypte en fait. On a pour l'Égypte des territoires du delta qui est vraiment au bord de la Méditerranée et puis on a le Nil des deux côtés pour le delta. C'est la plupart de l'agriculture en fait. C'est le risque, je crois, d'après les experts, c'est le risque le plus grave pour l'Égypte et pour d'autres deltas ou pour d'autres territoires qui risquent d'être perdus dans ces changements-là climatiques. Et dans d'autres territoires, est-ce qu'il y a des risques, par exemple, comme les tsunamis, les éruptions volcaniques, ou ça n'a rien à voir avec les changements climatiques? Moi, personnellement, je ne suis pas un expert de ce changement climatique, mais je crois que c'est tout. C'est le cycle de vie qui va être en fait influencé négativement. Ça peut être les poissons dans les mers, et les séismes et tout ça. Ça peut refléter, parce que c'est un cycle. Les incendies de forêt, on en a eu beaucoup l'année dernière. L'année dernière, exactement. Et tout ça, c'est à cause des changements des degrés de température. Oui. Ou alors excessivement chaud ou excessivement froid. Exactement. Les deux font bien sûr des incendies. Oui.
exactement. Bon, quelles précautions devrait prendre chacun de nous aujourd'hui pour, par exemple, j'étais avec une famille française récemment et ils ont dit qu'ils avaient décidé, toute la famille, de réduire au maximum leurs déplacements internationaux pour ne pas utiliser les avions, Oui, par exemple, oui. par peur et pour vraiment Sur la vouloir planète. protéger la planète. Oui. Voilà. Alors, comment devraient penser les gens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut réduire? Qu'est-ce qu'il faut... par exemple, on disait aux enfants à l'école, essayez de réduire les bains et Oui. prenez plutôt une douche. Oui. Quels conseils devraient les gens... quelles pratiques quotidiennes les gens devraient suivre? Oui, en fait, les pratiques quotidiennes de l'avion, c'est vraiment c'est une conscience qu'on n'a pas aussi atteint, qu'on n'a pas encore atteint ici en Égypte. Mais je crois que c'est peut-être les voitures. On a maintenant les métros et le président Abdel Fattah al-Sisi, durant ce discours-là du Premier ministre sur les changements climatiques, il a parlé des autoroutes, en fait. On a élargi les autoroutes pour pour diminuer les émissions vraiment dangereuses des voitures. Mais aussi, il faut qu'il y ait... Excusez-moi, je vais juste vous demander quel est le rapport entre l'élargissement, la taille de la route, si on a le même nombre de voitures? Oui, exactement. Mais avec le trafic, là, quand on a une voiture qui est vraiment arrêtée, il y a beaucoup d'émissions. Mais si elle bouge, donc c'est un peu moins. Mais en général, pour l'Égypte, comme le Premier ministre a dit, ça ne contribue pas avec un grand nombre d'émissions, mais elle a cette responsabilité-là. Parce que comme citoyen, j'ai cette responsabilité. Comme être humain sur cette planète, j'ai cette responsabilité. Et on a vu quand la planète, avec le coronavirus, la planète, ils ont dit que c'est la vengeance de la planète. Donc on doit vraiment changer les pratiques. Comme vous avez dit aux élèves, on dit toujours prenez de la douche, ne baignez pas dans beaucoup d'eau, n'utilisez pas beaucoup d'eau. Mais il y a les voitures, l'utilisation des vélos, par exemple. Il y a une initiative gouvernementale avec le ministre de la Jeunesse pour l'utilisation des vélos. On a aussi les voitures avec l'électricité qui va être élancée en Égypte. Donc, je crois que ce genre de pratique, de lire en fait sur le changement climatique, de lire de l'importance, à propos de l'importance du changement climatique, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de films, de documentaires qui parlent à propos de ça. J'invite la jeunesse à lire et à regarder ces films-là pour être conscient de ce qui se passe autour de nous et à propos des pratiques ou bien les best practices pour être implémentés par moi et par vous, par des citoyens vraiment normaux dans le pays. Expliquez-nous un petit peu ces voitures électriques. Comment est-ce qu'elles vont fonctionner? Parce que les Égyptiens ne sont pas habitués à cela, alors que plusieurs pays européens commencent vraiment à les utiliser aujourd'hui. Mais on aimerait savoir comment ça va fonctionner. En fait, pour les voitures, encore, j'en suis pas expert vraiment, et je suis ingénieur, mais l'utilisation de l'électricité ou bien des énergies renouvelables ou bien énergie, comme il dit, verte, c'est toujours la solution au niveau international. On a vu qu'il y a eu l'initiative gouvernementale et d'après le président Abdel Fattah al-Sisi pour en fait faire l'alternance entre les voitures qui marchent avec le gaz, non pas avec le benzène ou bien le pétrole ou bien le fuel. Je pense qu'ils ont pris cette initiative dans le gouvernement de Damiette. Je pense que le gouverneur a décidé de faire gratuitement à tous les citoyens ce transfert du gaz vers l'essence, ou plutôt le contraire. De l'essence vers le gaz. Oui, mais je crois que c'est une initiative générale au niveau national qu'on peut, en fait, si on a une voiture de plus de 10 ans de production, on peut faire cette alternance à travers les banques et à travers quelques institutions financières, je crois. Donc l'utilisation des voitures avec l'électricité ou voitures électriques, c'est le fait d'utiliser le source d'énergie qui va faire marcher le moteur d'une manière renouvelable, d'une manière qui est vraiment verte, comme on dit. Parce que le gaz, il pollue moins? Oui. Il pollue moins que l'essence? Oui. Et il y aura suffisamment de gaz pour tout le monde? Mais en fait, pour le moment, oui. On sait bien que l'Égypte, avec les découvertes de champs de gaz, elle a, une suffisance de gaz. Mais on parle toujours d'une alternance. C'est simplement ce transfert-là.
Et puis, on peut faire le transfert du gaz vers l'électricité. En fait, c'est vraiment des initiatives pour donner vraiment l'alarme ou bien la lampe rouge pour dire qu'il y a un danger si on ne change pas les pratiques quotidiennes. Oui, mais vous savez, avec un taux de population importante, assez vulnérable, c'est très difficile de comprendre ces concepts. Donc, je sais que le gouvernement a adopté l'initiative de Haya Karima, qui consiste non seulement à construire des maisons, etc., mais à élever la conscience et la compréhension du citoyen égyptien pour ce qu'il vit et où il vit. Oui. Dans les études en fait, de développement, toujours on parle de la personne comme une source principale pour le développement. Si je vais faire un développement avec les autoroutes, c'est très bien, mais c'est moi, le citoyen, qui va utiliser cette autoroute-là. Donc, et le président a parlé toujours de cette guerre de conscientisation. Et toujours, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi parle de la guerre de conscientisation. On affronte vraiment beaucoup d'ennemis dans cette guerre-là. Et on doit être conscient. Nous travaillons dans le domaine de sciences politiques et du développement, dans les projets de développement, que le citoyen vulnérable, c'est la ressource principale, la source principale et notre but principal pour en travailler. Bien sûr. Donc, pour continuer dans ce sens, on voudrait rappeler aussi que le Premier ministre, Mostafa Madbouli, s'est entretenu avec M. Alok Sharma, président de la 26e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 26, des moyens de coopération dans le cadre de l'accueil par l'Égypte de la 27e conférence. Lors des premières sessions de la deuxième journée du Forum mondial de la jeunesse, qui se sont tenues la semaine dernière à Sharm el-Sheikh sous le titre « La route de Glasgow à Sharm el-Sheikh » pour faire face au changement climatique. Dr Madbouli a expliqué que les changements climatiques étaient devenus un problème majeur auquel il faut faire face avec fermeté, comme vous venez de le dire. Voyons ensemble. Lors de son entretien avec le président de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP26, le chef du gouvernement Mostafa Madbouli a souligné l'importance des relations égypto-britanniques et de la coopération continue dans tous les domaines, avec en tête la lutte contre les changements climatiques, surtout que l'Égypte assurera la présidence de la COP27. Il a exprimé son aspiration à poursuivre la coordination avec le Royaume-Uni pendant cette période, jusqu'à la tenue de la conférence de Sharm el-Sheikh. De son côté, le ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, a souligné dimanche l'importance de la conférence sur le climat COP27, vu qu'elle constitue une bonne occasion de présenter les défis que relève le continent africain dans le domaine de l'eau. Il a fait ses déclarations lors d'une réunion sur le suivi des préparatifs de la tenue de la 5e semaine de l'eau du Caire, en étant une question majeure de la conférence sur le climat COP27 qui se tiendra en novembre prochain. Lors des premières sessions de la deuxième journée du Forum mondial de la jeunesse qui se sont tenues sous le titre « La route de Glasgow à Sharm el-Sheikh » pour faire face au changement climatique, Dr Madbouli a expliqué que le changement climatique est devenu un problème majeur auquel il faut faire face avec fermeté, car les pertes économiques mondiales causées par le changement climatique s'élevaient à environ 3 600 milliards de dollars jusqu'en 2019. Il a souligné que les pays en développement n'étaient pas la cause de ces changements, mais ils devaient payer les coûts de ces effets, mais les pays développés qui en étaient la principale raison. Il a passé en revue l'expérience égyptienne face à ces changements climatiques et les mesures les plus importantes qui ont été mises en œuvre, y compris la formation du Conseil national pour le changement climatique et le lancement de projets nationaux visant à l'adaptation, notamment le dessalement et le traitement de l'eau, le revêtement des canaux et le projet de vie décente. Il a déclaré que l'Égypte est l'un des pays les plus vulnérables aux impacts négatifs dus au changement climatique, alors qu'elle est le pays le moins touché, car ses contributions aux émissions mondiales ne dépassent pas 0,6%. Il a souligné que les sujets prioritaires à discuter lors du prochain sommet de la COP27 à Sharm el-Sheikh sont la réduction des émissions, l'adaptation, le financement et l'évaluation mondiale.
Monsieur Magued Maurice, expliquez-nous comment les changements climatiques sont-ils liés à l'économie? En fait, toujours, premièrement, au niveau international, maintenant, tous les vraiment bailleurs de fonds, les donors qui donnent pour les projets de développement, que ce soit, c'est pas simplement la Banque mondiale et c'est pas simplement pour le gouvernement, mais aussi pour la société civile, on a cette condition-là de prendre en considération le fait des changements climatiques. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les standards pour le changement climatique? N'importe quelle compagnie maintenant en Égypte, internationale ou bien nationale, locale, private sector, c'est secteur privé ou bien secteur public ou bien société civile, les trois secteurs, on a des conditions et des standards qu'on doit prendre en considération en écrivant n'importe quel proposal ou en demandant n'importe quel un fonds pour des bailleurs de fonds ou bien des autres pays. Ce n'est pas simplement gouvernemental, mais aussi au niveau des secteurs privés. C'est premièrement, on doit prendre en considération les changements climatiques, le fait du développement durable dans les activités qu'on fait pour recevoir cet argent-là pour implémenter des projets, que ce soit gouvernemental, privé ou bien de la société civile. Mais deuxièmement, on voit toujours que les pertes, les risques qu'on a à cause des émissions et à cause du changement climatique, c'est vraiment des risques majeurs. Comme le Premier ministre a dit, c'est vraiment un problème majeur parce que ça coûte des milliards de dollars et donc une perte économique. Bon, et l'intérêt de la tenue de telles conférences, c'est quoi exactement? C'est-à-dire pour la planète, comment ça va servir à la planète? Toujours pour discuter un thème international global, on doit avoir cette conférence de parties. Déjà, ce n'est pas le nom, mais on a dans tous les thèmes, on doit avoir vraiment, parce que toujours, on doit, avec la mondialisation et tout ça, il y a plus de 20 ans ou 25 ans, qu'on doit discuter tous les thèmes globaux et internationaux qui touchent les pays et vraiment le futur de la planète ensemble. Parce que n'importe quelle décision qui va être discutée là-bas, ou bien une idée, ou bien des recommandations, ça doit être vraiment implémenté partout et par toutes les parties. Donc c'est pour cela que cette réunion, on peut dire que ce n'est pas une conférence ou convention ou COP, mais cette réunion des parties concernantes ou bien concernées par le changement climatique, ils doivent être là pour en discuter et pour en sortir de résolutions et de recommandations pour tous les pays, pour être vraiment implémentés et vraiment réalisés par ces pays-là et ces gouvernements-là pour avoir un avancement dans ce dossier du changement climatique. Bon, est-ce que le fait d'avoir des pandémies comme le Covid ou comme Omicron sont en rapport quelconque avec les changements climatiques? Non, je n'en crois pas en fait, parce qu'ils disent toujours que c'est la vengeance de la planète. Oui. Mais ce n'est pas vraiment un résultat direct du changement climatique. Je n'ai pas lu n'importe quel article scientifique parlant de cela, parlant vraiment une relation directe. Mais toujours, n'importe quel changement dans la planète, changement, je veux dire, artificiel, d'après l'être humain, ça peut résulter ce qui a été fait à travers la pandémie ou bien coronavirus. Parce que c'était toujours l'être humain à la base du coronavirus, comme on le sait jusqu'à maintenant, que c'était vraiment d'un pays, un citoyen dans tel pays, il a fait une telle attitude qui a résulté ça. Mais je ne crois pas que c'est le changement climatique. Mais le changement climatique, c'est l'utilisation excessive des ressources naturelles. Et toujours l'utilisation excessive, elle était là. Et elle a causé des catastrophes et des crises pour l'être humain. Donc, si on considère que le pandémique ou bien le coronavirus, c'est une catastrophe ou une crise de l'être humain, c'est à cause d'une utilisation excessive de quelque chose vraiment naturel, des animaux ou bien d'autres, des plantes ou bien d'autres, d'une manière excessive, vraiment, qui risque toujours à transformer ces ressources naturelles-là en risque. Et ce n'est pas en utilisation qui est vraiment utile pour l'être humain. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce dossier, beaucoup de choses à dire, mais on voudrait passer à un autre dossier qui est important aussi, et c'est l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui représentent le centre du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec lequel la Corée du Sud cherche à promouvoir ses relations. Et c'est dans ce contexte que le président sud-coréen a commencé une tournée de 8 jours au Moyen-Orient, en se rendant aux Émirats arabes unis les 16 et 17 janvier, puis en Arabie saoudite les 18 et 19, pour ensuite arriver en Égypte le 20 janvier
Donc demain, l'objectif est de promouvoir les relations bilatérales et d'étendre les activités commerciales des entreprises coréennes dans la région. Oui. On va voir ce commentaire et on en discute tout de suite après. L'ambassadeur de la Corée du Sud au Caire a déclaré que le président sud-coréen Moon Jae-in assistera à la signature de plusieurs accords au cours de sa visite en Égypte, lors de laquelle sera également annoncé un prêt facile d'un montant d'1 milliard de dollars à l'Égypte. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays se chiffre à 2,8 milliards de dollars et les entreprises sud-coréennes cherchent à accroître leurs investissements en Égypte, y compris dans le projet nucléaire d'Adabra ainsi que dans le secteur ferroviaire, a ajouté le diplomate dans des déclarations dimanche précisant que le Caire pouvait jouer un rôle axial au niveau du processus de paix entre les deux Corées. Cette visite est la première au Caire depuis 16 ans pour un chef d'État sud-coréen et la première en Afrique et est effectuée dans le cadre du partenariat bilatéral pour examiner les futurs projets et pour promouvoir la coopération dans les domaines de l'énergie, de la construction, de l'infrastructure, de la santé publique, les sciences et l'hydrogène, a fait savoir l'ambassadeur. Lors de sa visite, le président Moon Jae-in prendra part à la table ronde égypto-sud-coréenne sur les industries propres et les énergies renouvelables, a-t-il ajouté, soulignant que la coopération bilatérale était bien ancrée et rappelant que le sommet présidentiel égypto-coréen avait été tenu il y a 3 ans. De son côté, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a souligné que cette visite reflétait le développement remarquable des relations bilatérales dans divers domaines. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur sud-coréen au Caire, M. Maït a déclaré tenir à maximiser les investissements étrangers en Égypte, y compris ceux de la Corée du Sud, en surmontant tous les obstacles qui les entravent. L'ancien ministre adjoint des Affaires étrangères aux Affaires asiatiques, Mohamed Hegazi, a pour sa part déclaré que cette visite, la première depuis 16 ans, est historique par excellence. Il a souligné les relations bilatérales diversifiées qu'entretiennent les deux pays et qui ont été promues au niveau du partenariat stratégique depuis la visite en Corée du Sud en 2016 du président Abdel Fattah el-Sisi. Les échanges commerciaux entre les deux bords sont stables avec une légère avance en faveur de la Corée du Sud, dont les exportations vers l'Égypte sont évaluées à 1,5 milliard de dollars, alors que celles égyptiennes sont estimées à 1 milliard de dollars, a fait savoir M. Ghazi, rappelant que l'enveloppe de financement en matière de développement s'établissait à près de 500 millions de dollars. Alors, on voudrait parler de l'intérêt stratégique de la présence de la collaboration avec la Corée du Sud dans cette région, avec l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Oui, en fait, il y a une information que je ne savais plus, que c'est la première visite pour l'Afrique, pour un chef d'État sud-coréen. Et c'est vraiment, ça continue, parce que de tout ce qu'on parle sur la scène internationale et la présence de l'Égypte sur la scène internationale. Quand on voit un chef d'État qui visite l'Afrique, ils disent que c'est pour la première fois. Mais je me rappelle qu'il y a eu des visites depuis 15 ans. Si ce n'est pas une vraie information d'après l'ambassadeur sud-coréen, mais il y a 15 ans qu'on n'a pas reçu vraiment ou accueilli vraiment un chef d'État sud-coréen. Et ça reflète beaucoup de choses. Que vraiment ce triangle-là, les États-Unis arabes, ou les Émirats arabes, l'Arabie saoudite et bien l'Égypte, ce sont vraiment le triangle le plus important dans la région. Et pour l'Égypte, ça reflète le leadership continental. Entre le Sud-Coréen, en fait, le président ou l'ambassadeur sud-coréen, il a dit il y a 2 jours qu'il y a plus que 2,5 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre l'Égypte et la Corée du Sud. Et puis maintenant, on voit en général la Corée du Sud comme un modèle à suivre. Et le Premier ministre, il y a 1 an, quand il y a eu des préparations pour cette visite et puis elle a été décalée, il a dit cela. Il a dit que vraiment la Corée du Sud, c'est vraiment un modèle à suivre. Et cette visite reflète un développement remarquable dans les relations bilatérales entre l'Égypte, premièrement,
mais ce n'est pas simplement avec la Corée du Sud, mais avec beaucoup d'autres parties asiatiques et des pays asiatiques. Et cela reflète vraiment une vision pour le gouvernement et le président égyptien de faire et de promouvoir vraiment ces relations bilatérales avec des pays qui ont vraiment eu un agenda de développement. Mais ce n'est pas simplement ça, mais qui ont eu vraiment et qui ont implémenté et appliqué beaucoup d'approches développementalistes ou bien des approches de décalage, de décollage économique, un economic take-off. Donc c'est pour cela qu'il y a un promouvoir des relations entre l'Égypte et n'importe quel pays asiatique qui a eu cette expérience. Mais pour la Corée du Sud, maintenant, aujourd'hui, on peut voir l'utilisation du soft power avec la télévision ou bien les films. On a vu un film de sud-coréen qui a eu l'Oscar, Parasite, et on a vu le series, en fait, Squid Game. On voit tout cela, c'est vraiment l'utilisation du soft power dans le moment où l'Égypte veut vraiment utiliser ce soft power. Au niveau commercial ou bien au niveau des entreprises, on a des entreprises sud-coréennes dans tous les secteurs, précisément le secteur ferroviaire et le secteur de l'énergie. Je crois qu'il y aura une table ronde avec le chef d'État de la Corée du Sud sur l'industrie verte et les énergies renouvelables. Encore, le changement climatique est là, sur la table. Et je crois qu'il y aura des investissements sud-coréens, j'en suis pas sûr, mais je crois qu'il y aura dans le projet d'Al-Daba avec l'énergie nucléaire. Bon, outre cela, quels sont vraiment les points forts de la Corée du Sud dont l'Égypte pourrait profiter? Par exemple, avec la France, c'est toujours les moyens de transport, les trains, les métros, etc. Avec la Russie, c'est peut-être l'armement. Bon, avec la Corée du Sud, qu'est-ce que ça pourrait être? En fait, je crois qu'au niveau des investissements, l'utilisation, en fait, ou bien la formulation des lois, ou oui, ce sont les lois qui facilitent et qui, en fait, enlèvent tous les obstacles devant les investisseurs étrangers pour venir, parce que la Corée du Sud a fait ça. Comme je vous l'ai dit maintenant, le soft power, l'utilisation de la culture, la culture populaire dans les films, pour utiliser ce soft power pour être là sur la scène internationale et pour influencer à travers des plateformes comme Netflix. Vraiment... mais ça concerne un petit peu la partie éduquée, ou très éduquée, je dirais, même de la population. C'est culturel. Et puis pour la majorité des jeunes, aujourd'hui, ils ont surtout tendance à utiliser Internet, les TikTok, plutôt que la culture a vraiment disparu. Oui, c'est ça. Parce que je crois qu'on a perdu ce soft power-là, on a perdu l'utilisation de ce soft power. C'est pas simplement on a perdu le soft power, parce qu'il est là, avec des films magnifiques, avec une culture magnifique et vraiment un folklore égyptien qui est là. On a vu à Luxor, on a vu avec le musée égyptien et on va voir avec le grand musée égyptien cette année-là, avec l'inauguration de ce musée. Mais c'est le fait d'utiliser. Et Corée du Sud a utilisé ce soft power il y a 5 ans, qu'on voit vraiment beaucoup des films, et on a des stars sud-coréens avec les chansons sud-coréennes. Oui. Mais aussi au niveau économique, on voit qu'il y a une expertise dans le secteur ferroviaire aussi, comme la France un peu, comme vous l'avez mentionné, mais aussi au niveau de l'utilisation de l'énergie verte et l'énergie renouvelable. C'est pour cela qu'il y aura une table ronde, mais il y aura aussi un promouvoir, et on veut vraiment étendre l'utilisation de l'énergie renouvelable dans ce temps-là, surtout si on va commencer avec le projet d'Al-Daba. Je pense que sur le plan de l'éducation, il y a aussi beaucoup de points dont la Corée du Sud est vraiment très forte. Elle fait partie des premiers 10 pays, par exemple, sur le plan mondial de l'éducation. Donc ça, c'est un plan que l'Égypte pourrait aussi échanger avec la Corée du Sud. Bon, comme vous l'avez dit, l'Égypte, elle cherche à établir des partenariats internationaux, non pour la forme, comme vous l'avez dit, mais vraiment des partenariats stratégiques et sur des intérêts qui reposent sur le développement et sur l'économie. Quels sont les autres partenaires clés dans le monde de l'Égypte sur ces domaines-là? Oui, en fait, il y a 10 ans que l'Égypte, on a toujours parlé des États-Unis comme un partenaire principal stratégique pour l'Égypte. Mais maintenant, il y a une certaine diversification des partenaires.
on voit une relation. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a cité, a mentionné sa relation avec la chancelière allemande Angela Merkel, et quand il a échangé avec elle des idées à propos de l'Afrique et des idées à propos de l'infrastructure africaine. On a maintenant des relations vraiment très bien établies avec la Russie, on voit avec la France, l'Allemagne. La France et l'Allemagne, ce sont vraiment les deux piliers de l'Union européenne. On peut dire que l'Union européenne, en disant la France et l'Allemagne, donc on a vraiment une diversification au niveau international. On voit vraiment qu'elle est basée sur comme vous l'avez dit, sur le thème de développement. C'est le fait d'appliquer quelques expériences dans l'éducation, dans le transport, dans les constructions même. Et pour la Corée du Sud, on a vraiment beaucoup d'entreprises de construction et on a vraiment un avancement dans le secteur de construction au niveau de ce pays-là. Donc, on voit vraiment que les déterminants des relations internationales pour l'Égypte, c'est basé sur le développement, sur les critères de développement et sur cette idée de diversifier le partenaire et les partenaires clés. Bon, est-ce que l'Union européenne aujourd'hui, quelle est sa situation? On sent que, bien entendu, à cause du Covid, à cause de la situation économique très grave en Europe, à cause aussi de certains pays qui voudraient se désister de cette union, quelle est sa situation aujourd'hui? En fait, après le Brexit et même avant, un peu avec les crises financières d'Athènes, ou bien, oui, du Portugal, on a vu vraiment toujours que c'est fragile, l'Union européenne. C'est fort au niveau international, au niveau de cette union-là économique, mais interne ou bien intérieurement, on sent que c'est fragile après la sortie de la Grande-Bretagne, et on voit maintenant la France et l'Allemagne avec la pandémie, et il y a des points de vue différents, comment s'adapter et comment vraiment être là avec la vaccination. Et les frontières. Oui, exactement, avec les frontières. Est-ce qu'il y a des frontières, comme on dit, de santé, des frontières sanitaires, ou bien on a des frontières européennes qui doivent être ouvertes pour tous les Européens. On a des élections en France, cette année, je crois, avec Macron. Donc, intérieurement, ce n'est pas stable pour l'Allemagne et pour la France et pour d'autres pays. Donc, en affrontant le pandémique, le coronavirus, avec la vaccination, le pass sanitaire, les systèmes sanitaires internes des pays, ce sont des défis vraiment énormes, et à maintenir cette force régionale et internationale de l'Union européenne. Ça va persister, l'Union européenne, ça ne va pas être, ça ne va pas disparaître, l'Union européenne, ça va être là avec beaucoup de défis. Et je crois qu'on a 3 à 5 ans pour en surmonter les défis du coronavirus. Oui. Ben justement, comment expliquez-vous le fait que l'Europe ait été tellement affectée sur le plan économique du coronavirus, alors que les pays africains et l'Égypte à leur tête, par exemple, au contraire, n'ont pas été affectés du tout? Ça a été peut-être un petit peu dans leur avantage. Oui, en fait, il y a un secret donc, que dans l'été, en été, en Égypte, on n'a pas un high rate d'infection. Mais en général, ils étaient à l'aise de faire un lockdown total en Europe, en Allemagne surtout, et on voit là. Ici en Égypte, on a beaucoup de jeunes et on a un high rate de la jeunesse. On ne trouve pas ça en France et en Allemagne. Donc c'est pour cela, par exemple, en Italie, on a vu que les hôpitaux ont été vraiment très pleins et il y a eu une crise humanitaire là-bas. Je crois que c'est toujours les stratégies. On a fait 3 mois ou 4 mois de lockdown total, mais la capacité économique de l'Égypte, on ne peut pas supporter ça. Et donc, on a travaillé. Il y a eu, en novembre 2016, ce programme d'économie, ou bien le réforme économique en Égypte, qui a un peu libéré le marché égyptien. Et donc, ça peut avoir une relation directe avec ça, mais personne ne le sait. Même le président, en parlant toujours de cela, il dit que c'est Dieu qui a protégé les pays africains, parce qu'on n'a pas cette capacité d'affronter ce défi-là de coronavirus. Et jusqu'à maintenant, on doit travailler, on ne doit pas faire un lockdown, d'après le président égyptien et le Premier ministre. On doit prendre les mesures
nécessaire, mais on n'a pas cette capacité-là d'être à l'aise en faisant un total lockdown. Comment est-ce que vous voyez l'avenir économique de l'Égypte, surtout avec les travaux qui ont été faits ces dernières années? Il faut le dire, c'est des travaux qui ne pouvaient pas se faire en une vingtaine d'années et qui ont été réalisés en quelques années seulement. Donc, et qui continuent d'ailleurs. Oui. Donc avec ça, comment est-ce qu'on peut percevoir l'avenir proche dans 5 ans, par exemple, de l'Égypte? En fait, comme vous l'avez dit, on n'a pas témoigné ça, ce taux de construction énorme en Égypte. Je crois que depuis Mohamed Ali, on voit toujours, c'est pas simplement au Caire, parce qu'on est au Caire, mais moi j'ai vu à la Haute-Égypte, par exemple, il y a des ponts partout, et c'est pas simplement des méga-projets pour dire que le gouvernement et le président ont fait ça. Mais ce sont des ponts qui servent vraiment la population là-bas pour aller au bord du Nil, de l'autre côté-là du Nil. Et c'était vraiment, c'est un besoin primaire, mais ce n'était pas là, toutes les années d'avant. Mais pour le futur, je crois qu'on doit insister sur ce que le président égyptien a toujours dit, que cette guerre de conscientisation. S'il y a beaucoup de projets, et le président Abdel Fattah el-Sisi l'a dit lors de l'inauguration de l'usine de Kima, il a dit que, OK, après 10 ans ou 15 ans, on n'aura pas cette usine-là, vraiment, cette nouvelle usine. On a besoin de quelqu'un qui le dirige. On a besoin du secteur privé pour être là avec un partenariat avec le secteur public. On a besoin de la société civile. Pour percevoir l'économie égyptienne, tous les indicateurs internationaux ou bien le Global Indicators disent que, OK, on est sur la bonne route, on est sur la bonne voie, mais c'est le citoyen. Ce sont les pratiques quotidiennes. C'est vraiment la conscientisation de la population, c'est la guerre de conscientisation. Comme vous l'avez mentionné, on a une culture, mais la plupart de la jeunesse, c'est simplement TikTok. C'est pas mauvais d'utiliser le TikTok, mais il y aura d'autres choses à faire. Il y aura des guerres pour faire. On a la guerre du développement, mais on a une autre guerre, comme le président a toujours dit, la conscientisation, c'est une guerre et on doit persister. Qu'est-ce qui est plus rentable économiquement parlant, les partenariats avec le secteur privé ou bien la gestion par le gouvernement? En fait, d'après les indicateurs et les chiffres, c'était vraiment pour moi étonnant de voir le président égyptien invitant, mais ce n'est pas simplement invitant le secteur privé, mais insistant sur cela et disant qu'on a besoin du secteur privé pour diriger ces usines-là et pour en profiter de ce qu'on a fait de cette usine. Parce qu'on a fait un avancement dans les lignes de production, on a fait un renouvellement de l'usine, mais on a vraiment besoin du secteur privé pour être le leader du décollage économique en général. La gestion, l'intervention de l'État doit être dans quelques secteurs pour être là, pour intervenir, pour limiter l'injustice ou bien pour établir une certaine égalité, pour guetter le marché là, sinon s'il y a des problèmes quand on intervient. Mais en général, je crois que la gestion du secteur privé, c'est plus efficace et ça maintient un niveau vraiment élevé de tout ce qu'on travaille et de tout ce que le président et le gouvernement actuel fait pour l'Égypte du méga-projet. Mais ce partenariat avec le gouvernement est-il intéressant aux yeux du secteur privé? En fait, parce qu'il va avoir une usine vraiment renouvelée et prête à être en charge de production. C'est vraiment un offre. Il y a des détails dans les contrats internes entre le secteur public et le secteur privé, mais en général, le secteur privé cherche toujours à profiter et c'est le profit qui l'intéresse. Donc à la fin, c'est une relation gagnant-gagnant. Exactement. Monsieur Megued Maurice, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'était bien entendu un plaisir de vous avoir avec nous comme toujours. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.